Wireshark, c'est un logiciel de capture de trame réseau que l'on peut installer sous Windows, Mac ou Linux et qui est libre et gratuit. Avec Wireshark, en fait, on a une solution logicielle qui va permettre de capturer ce qui se passe réellement sur un réseau, soit pour contrôler, pour analyser, pour archiver, pour faire des statistiques, pour comprendre, pour apprendre, en fait, pour faire tout ce qu'on veut. Wireshark, c'est extrêmement simple. On va sur le site wireshark.org, on télécharge la version qui correspond à notre système d'exploitation, on l'installe, on valide les options par défaut, et ensuite on a une solution de logiciel de capture que l'on peut utiliser très facilement. Donc le logiciel le plus approprié pour faire ce type de travail, donc de capture de trame, est le plus connu aujourd'hui, qui a l'avantage de pouvoir être utilisé sur toutes les plateformes standards, je veux dire par là sous Windows ou Linux sur un PC ou bien sur un Mac avec Mac OS X par exemple. Et bien ce logiciel en fait est très connu, très répandu. Le voici, il s'appelle Wireshark. Donc ce logiciel Wireshark que l'on peut télécharger directement sur le site de l'éditeur, il a une histoire. Donc cette histoire en fait fait de ce logiciel en fait qu'il est la version libre et gratuite d'un logiciel qui est devenu un logiciel diffusé par une entreprise privée. Et pour la petite histoire, alors je sais pas pourquoi ça met un peu de temps à démarrer. Pour la petite histoire, on va commencer à regarder l'article un peu généraliste qu'on trouve ici sur Wikipédia concernant Wireshark. Donc on nous explique ce que c'est et on nous explique aussi un petit peu son histoire. Donc c'est à la fin des années 90, une personne qui s'appelle Gerald Combe. Donc il travaille, alors c'est un Américain qui travaille au sein d'un fournisseur d'accès Internet, ce qu'on appelle un FAI, et il va développer en fait un logiciel, et ce logiciel il est dédié à cette société, ce fournisseur d'accès Internet. Donc c'est un logiciel propriétaire qui a été développé en interne et qui sera vendu par ce fournisseur d'accès. Donc il a l'avantage d'être je dirais efficace, complet, pratique, voire facile, mais il a l'inconvénient d'être propriétaire, c'est-à-dire de n'appartenir qu'à cette société, et donc si on veut obtenir ce logiciel, il faut donc l'acheter. Donc le développeur, Gerald Combe, il va alors commencer le développement d'un logiciel qui s'appelle Ethereal, qui est très connu, mais on est ici en 1998 lorsqu'il développe Ethereal. Donc ici l'histoire n'est pas totalement terminée, parce que en fait Gerald Combe va quitter cette société fournisseur d'accès pour intégrer une société ici qui s'appelle CAS Technologies, et il va en fait créer ce logiciel, mais qu'il va être obligé de renommer. Donc le nom qu'il va choisir, ça devient Wireshark. Donc le nom qu'il choisit, c'est Wireshark. Donc en fait, il reprend ses travaux dont il est l'auteur, et comme il a le code source sous son nom, il est donc impossible de l'en empêcher. Il va donc créer une sorte de fork de Ethereal et du logiciel propriétaire du FAI pour créer donc du coup ce qui s'appelle aujourd'hui Wireshark. Donc le programme Wireshark, c'est donc un logiciel qui, lorsque l'on lit ce petit article, est similaire à TCP/Dump, mais qui a une interface graphique, alors que TCP/Dump, que nous verrons tout à l'heure, n'a pas d'interface graphique. La différence évidemment est essentielle, parce qu'avec une interface graphique, on voit une colorisation, par exemple, on en a un aperçu ici, on peut voir que avec une interface graphique ici, on a quelque chose de très facile à exploiter directement. Donc c'est le gros avantage de ce logiciel par rapport à d'autres, et il va, depuis qu'il existe, sans cesse être amélioré et être de plus en plus efficace.
Alors on va voir une brève démonstration de fonctionnement tout à l'heure, mais il a beaucoup d'utilisations possibles ce logiciel. Il faut quand même préciser un point important, c'est que mis entre de mauvaises mains, et il est facile d'être mis entre de mauvaises mains puisqu'il est téléchargeable tout à fait librement par tout un chacun, il est capable d'interpréter et donc de comprendre du trafic qui serait peut-être voué à être utilisé par un pirate. Donc ça peut être un outil qui peut être considéré comme gênant si n'importe qui était en mesure de l'utiliser. Mais ça dépend ce qu'on en fait. Par contre, à l'opposé de ça, on peut dire que Wireshark c'est un des outils les plus utilisés par les administrateurs réseau, ou quelque chose de similaire en tout cas, un analyseur de paquets réseau, parce que c'est extrêmement utile et nécessaire dans différentes missions. Par exemple dans le cadre d'un dépannage ou d'une recherche de problèmes par exemple, Wireshark va nous aider à déterminer un peu la cause par exemple d'un ralentissement réseau. Et alors, autre point technique important, il peut sur des versions assez récentes également capturer du trafic sans fil, c'est-à-dire sur du Wi-Fi ou du Bluetooth. Alors que ce n'était pas le cas des versions précédentes. Encore une chose, Wireshark est associé à un programme en ligne de commande, c'est-à-dire que si on ne veut pas de l'interface graphique, on peut utiliser la version en ligne de commande qui s'appelle T-Shark, mais qui est évidemment moins pratique, par contre tout aussi puissante. L'avantage de T-Shark, c'est qu'on peut l'utiliser dans le cadre d'un script pour déclencher un processus de capture à distance ou même en local, mais par le biais d'un programme. Alors qu'avec Wireshark c'est pas possible, il faut qu'un utilisateur puisse piloter par la souris l'interface. Donc c'est quand même quelque chose à ne pas négliger. Ensuite, quoi dire d'autre, il est capable alors là aussi attention, parce que je vais expliquer dans quelques secondes ce qu'on peut en faire, mais il est capable de capturer du trafic de voix sur IP. Donc c'est-à-dire, pourquoi pas, des conversations téléphoniques. Donc alors, évidemment, attention, parce qu'on peut imaginer que quelqu'un de mal intentionné pourrait écouter du trafic de téléphonie ou l'enregistrer et donc faire de l'écoute téléphonique illégale. Maintenant, un point très important de ce logiciel, c'est qu'il fonctionne dans le mode promiscuous, et ce qui permet à une carte réseau. Alors, j'explique par un rappel avant de poursuivre, c'est que lorsque du trafic parvient à la carte réseau, si la carte réseau détecte, c'est pas la carte réseau, c'est le protocole de liaison de données du système sur lequel se trouve la carte réseau. Si la carte réseau ou le protocole détecte que le trafic n'est pas envoyé à cette machine ou bien n'est pas un broadcast, donc ça veut dire qu'il n'a pas à être analysé par la dite machine, eh bien le mode promiscuous permet de passer outre, c'est-à-dire qu'il demande à la carte, plus exactement au protocole de liaison de données, de malgré tout prendre en compte le trafic, ce qui permet sur un lien réseau de faire remonter le trafic dans la couche d'analyse. Et pour ceux qui se souviennent de leur cours réseau, il s'agirait du modèle OSI niveau 7, de pouvoir analyser et exploiter ce trafic. Donc le mode promiscuous est très important dans ce cas-là, puisque s'il n'était pas activé, et si on le désactive, on s'en rend vite compte, on ne voit pas grand-chose au niveau de la capture. Voilà, alors toutes ces histoires voilà, que je vous ai racontées, on va voir en pratique ce que ça donne. Alors pour faire la démonstration de fonctionnement, je vais présenter une machine Linux. Donc je vais faire un fonctionnement sur ma machine Linux qui est devant moi. Mais on peut bien évidemment le faire sur une machine Windows ou Mac OS X. Alors comment on ferait dans ce cas-là? Eh ben, il suffit d'aller sur le site de Wireshark et d'aller donc télécharger la version qui correspond à celle que l'on souhaite utiliser. Alors on se rend compte d'ailleurs, et c'est assez surprenant d'ailleurs quand on n'a pas l'habitude de ce site,
qu'il n'y a pas de proposition pour Linux, mais en réalité, en fait, il faut venir ici, et on se rendrait compte ici qu'on a toutes les distributions Linux qui sont disponibles ici. Mais pourquoi on n'a pas de lien de téléchargement? Parce que tout simplement, c'est un paquet déjà préassemblé pour Linux. Donc il suffit, par exemple, dans le cadre d'une distribution type Linux Debian, de faire un apt-get install Wireshark. Voilà pourquoi on ne le trouve pas. Mais sinon, on peut y accéder directement ici en cliquant sur le lien qui correspond à la distribution sur laquelle on veut l'installer. Alors, il y a une dernière chose à savoir, justement, parce que ce logiciel étant susceptible d'être utilisé à des intentions, je dirais, un peu douteuses, il n'est pas possible, par défaut, d'exécuter de la capture pour un utilisateur standard. Donc, par exemple, un utilisateur qui n'aurait pas les pouvoirs de root, si on considère Linux par exemple, il ne pourrait pas utiliser le logiciel, en tout cas il ne pourrait pas capturer. Et pareil, si un utilisateur sous Windows n'est pas administrateur, il ne pourrait pas capturer. Donc c'est une protection de base, mais qui est nécessaire. Et ici, dans la page du wiki de Wireshark, il nous explique comment on déverrouille cet empêchement. Alors moi je l'ai résumé en fait ici. Comment accorder les privilèges pour effectuer des captures de trame réseau, donc sur un système Linux, pour un utilisateur qui n'est pas root. Donc il y a 4 opérations à faire dans cet ordre là, et ensuite il faudra se déconnecter et se reconnecter. Donc se reconnecter à la session, parce que sinon ça ne marchera pas directement. Alors il faut créer un groupe de type système qu'on va appeler Wireshark. Ensuite, on va changer le propriétaire de ce logiciel de capture. Donc, il s'installe tout seul, on n'a pas à s'en préoccuper. Lorsqu'on installe Wireshark, on va trouver ce programme. Donc, on le donne à l'utilisateur root et on l'associe au groupe root. Ici, c'est la commande qui permet de faire cette opération. Ensuite, il y a la commande ici qui va mettre des capacités de fonctionnement à un fichier, donc toujours le même ici. On va mettre la fonction EIP, je ne vais pas rentrer dans le détail de cette opération. Ici, il faudrait que vous vous documentiez si vous voulez savoir sur la commande setcap. Mais ça, en fait, ça va permettre d'effectuer de la capture. Tout simplement, la partie capture va être autorisée à être utilisée par un utilisateur. Autrement, les verrouiller, il n'est pas possible. Ensuite, ici, on va ajouter le compte de l'utilisateur courant. Alors moi, par exemple, quand je le fais sur ma machine, il va utiliser mon nom qui s'appelle Jean, et l'ajouter au groupe Wireshark, donc qui est ici. Et on va ensuite se reconnecter, et en faisant ça, nous, donc l'utilisateur, devient membre du groupe Wireshark, enfin est devenu membre du groupe Wireshark, et peut donc effectuer cette capture. Sinon, en fait, au moment où on veut capturer, on nous dit qu'on n'a pas les permissions. Voilà, alors maintenant que tout ça a été dit, on va aller voir comment ça fonctionne. Alors Wireshark installé, il suffit de le lancer, et on a une fenêtre. Alors on voit ici qu'il cherche les interfaces, et une fois qu'il les a trouvées, il les affiche ici. Et si cette fenêtre que vous venez de voir bloque et ne rend pas la main, ou ne rend pas la main rapidement, avec surtout un message d'erreur avant de passer à l'écran suivant, c'est que vous avez oublié l'étape précédente, en l'occurrence celle-ci. Donc, ici on voit qu'une capture est possible sur ces deux interfaces. Pourquoi? Parce que tout simplement on voit un état de trafic ici qui est actif par un petit graphisme qui est ici, et ici en fait si on met any, il capture sur les deux interfaces, il cumule en fait les deux captures. Et puis là vous voyez, vous avez différentes interfaces. Alors cette liste là dépend de la machine sur laquelle vous êtes. Par exemple ici moi j'ai du Bluetooth, donc le Bluetooth ici est pas
actuellement utilisée, enfin, et pas en train de capturer. Et là, vous voyez, je viens de bouger une souris Bluetooth. La souris que je bouge, c'est du Bluetooth. On voit que ça y est, le trafic Bluetooth est capturé. Enfin, est capturé. Alors, je vous montre précisément, j'ai choisi l'interface Bluetooth et je vais bouger ma souris un petit peu et vous voyez qu'il y a quelque chose qui se passe sur mon interface sur mon logiciel de capture. Alors, c'est pas très intéressant ce que je suis en train de montrer ici, donc je vais l'arrêter et on va recommencer. Donc, on va recommencer. Donc, alors, ce que je vais recommencer, c'est peut-être de changer d'interface d'abord. Donc, pour changer d'interface, on peut revenir ici. On a ce bouton là qui permet en fait d'avoir une visibilité sur les interfaces. Alors, par exemple, celle-ci qui est mon interface connectée au réseau local. Donc je démarre ma capture. Je ne sauvegarde pas la capture précédente. Et voilà. Donc on voit tout de suite que sans que je ne fasse rien, il se passe un certain nombre de choses. Alors je rappelle que ma machine est connecté à un réseau et que Wireshark capture en mode promiscuous. Le mode promiscuous étant d'accepter les trames qui ne lui sont pas destinées. Donc mon PC là qui est en train de capturer récupère tout un ensemble de trafic. Donc ça capture en temps réel, vous pouvez voir ici, ça ne s'arrêtera pas. Je vais l'arrêter. Et je vais recommencer, sans sauvegarder. Donc voilà comment il faut faire. Donc c'est ce bouton là pour capturer, c'est ce bouton là pour arrêter. Je recommence sans capturer. Et ça repart. Donc ça c'est la première chose à connaître. Si j'arrête la capture ici, je peux... On voit ici que j'ai la possibilité d'appuyer sur le bouton vert. Donc ici en fait il réinitialise la capture. Donc ça fait les deux opérations en une. Ça va plus vite. Donc ça c'est le bouton rouge suivi du bouton bleu. Et ça on arrête la capture. À chaque fois que vous avez une capture qui vient d'être faite et que vous voulez en démarrer une deuxième, il vous demande qu'est-ce que vous voulez faire de la précédente. Donc si vous voulez la sauvegarder, vous cliquez sur Save, il vous demandera un nom et il donnera une extension particulière qui permettra d'être utilisable par la plupart des logiciels de capture de trame compatibles avec Wireshark, c'est-à-dire essentiellement tous les logiciels standards que vous allez pouvoir rencontrer dans ce type de fonction. Donc tous les logiciels de capture de trame. Donc si on ne sauvegarde pas, il perd la capture et il repart à zéro. Donc voilà, c'est ce que je fais ici. Donc déjà, au niveau des boutons, ici, capture, arrêt, redémarrage de capture. Ici on a un bouton intéressant, on l'a vu tout à l'heure, il permet de choisir l'interface, mais pas seulement. Il permet de gérer les interfaces, c'est-à-dire en fait de décocher pour éventuellement se débarrasser de certaines interfaces qu'on ne voudrait plus impliquer dans les éventuelles captures. Donc pourquoi pas voilà, enlever un certain nombre d'interfaces. Et alors si on fait ça et qu'on fait close, lorsqu'on reviendra ici, on aura donc moins d'interfaces visibles ici. On peut faire également, si on prend l'exemple ici, on peut contrôler l'interface parce qu'on voit son adresse IP V4 et V6. On a la sortie qui va être la possibilité de conserver automatiquement un fichier, donc enfin sous forme de fichier, une capture qu'on va déclencher, et alors à ce moment-là, à quel moment il va arrêter de capturer pour créer le fichier, il suffit de cocher une case ici, et de lui dire par exemple je veux que tu captures 1 kilooctet de données, d'informations, et au-delà de 1 kilo il arrêtera et il nous enregistrera le fichier. Il suffit de lui mettre un nom ici pour pouvoir ensuite le récupérer, pour le traiter. Donc ici si je fais ça, je vais pouvoir enregistrer automatiquement une capture. Maintenant, dans les options ici, on peut aussi s'en tenir compte des fichiers de sortie. Alors on n'est même pas obligé
de cocher cette case-là. Mais ici, on peut déclencher une capture et déclencher son arrêt. Alors par exemple, au-delà de 10 paquets, il s'arrête. Donc ici, il va faire 10 paquets sur cette interface-là. Et si je fais ça, il va capturer 10 paquets et il va s'arrêter. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et il est arrêté. On peut voir ici, il n'y a plus possibilité de l'arrêter, donc ça veut dire qu'il est arrêté. Alors ça c'est utile quand on veut avoir un extrait de capture et qu'on veut fixer une limite. Alors ça peut être sous forme de paquets, de fichiers, de kilo-octets ou de durée. Par exemple, ce qui est assez intéressant, c'est capture-moi un paquet, enfin des messages pendant, mettons, 1 heure, 2 heures. Alors évidemment, il faut changer ici. Mais si vous voulez, entre midi et 2, par exemple, capturer le trafic, vous mettez 2 heures et vous démarrez votre capture à midi. Et vous l'aurez. Donc ici, par exemple, 10 secondes de capture. Donc voilà, ça capture, ça capture, ça capture. Et quand il sera arrivé à 10 secondes, il va s'arrêter. Et voilà, on ne va plus être très loin. Voilà. Donc là, c'est fini. Il arrête de capturer et on peut voir qu'il a capturé 59 paquets. Parce qu'il y a un compteur de paquets ici. Donc c'est très intéressant de pouvoir agir sur une durée et ou un volume de paquets capturés. Et du coup, éventuellement, déclencher quelque chose sans forcément être obligé de rester devant la machine. Vous voyez ici qu'il est capable de résoudre les adresses MAC et peut-être les noms réseau et peut-être les noms de port, c'est-à-dire les numéros de port seront remplacés par leur nom. Exemple, SMTP pourrait être remplacé par... le port 25 en TCP pourrait être remplacé par SMTP, le port 110 pourrait être remplacé par POP3. Donc ça donnera des éléments peut-être plus visibles, plus lisibles, plus compréhensibles, c'est à vous de décider. Idem pour les noms de réseau. Un réseau qui serait par exemple reconnu comme étant un réseau portant un nom, par exemple pourquoi pas APIPA, eh bien ça pourrait être utilisable et intéressant. En cochant cette case, on verra le mot qui correspond au numéro de réseau. Alors ça, généralement, elle n'est pas cochée. Par contre, celle-ci, vous avez peut-être remarqué qu'elle était cochée. Alors ici, ce qui se passe, si on prend un exemple, je vais vous montrer tout de suite, on peut en voir un ici. Là, on voit qu'on a une adresse MAC dont on ne voit que 3 chiffres, 3 nombres, mais on ne voit pas les 3 premiers. Donc, ils ont été résolus en nom. Samsung. Ici, un peu plus haut, on a un autre exemple. Raspberry sous-entendu. Donc, ici, il est capable de décoder, déchiffrer les noms des constructeurs en fonction de leur numéro d'adresse MAC et donc de vous les afficher directement puisque cette case est cochée. Si vous n'en voulez pas, vous la décochez. Voilà. Alors voilà déjà cette première présentation. On va arrêter cette présentation sur cette explication d'options de capture. Mais je vous invite à poursuivre la prise en main avec la présentation qui consistera à vous montrer l'interprétation qu'on peut faire d'une capture, quelque chose de très simple, pour bien comprendre l'intérêt de ce logiciel et comment on peut organiser son utilisation.